Bonjour à tous, c'est Lulu Cassuy. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors, en novembre, le ciel est gris, les Jedi et les Inquisiteurs aussi. Donc, nous allons nous tourner vers la grisaille d'Ahsoka. Alors, puisque déjà, on va pouvoir d'entrée de jeu comparer nos deux volumes, à Aurélie et à moi. Comme d'habitude, on n'a pas lu dans la même langue. Donc, Aurélie a lu en français, j'ai lu en anglais. Et déjà, on a constaté une différence dans l'édition, puisque moi, j'ai des belles pages grises. Et toi, pas apparemment. Non, moi j'ai des beaux chapitres en italique. Eh ben c'est mieux en gris, je te confirme, parce que je pense qu'effectivement il y avait un fil rouge du gris, enfin un fil gris du gris du coup, qui est intéressant parce que vous savez qu'on aime beaucoup en discuter dans la postlogie par rapport à la notion de Jedi gris. Voir si ça a été réussi ou pas dans ce livre de 2016 mais qui est sorti que maintenant et qui va nous permettre de parler d'Ahsoka qui est un peu la marginale de Star Wars. Je pense qu'elle vit un peu dans les marges et il y a une question effectivement des marges aussi qui est intéressante dans ce roman. Alors c'est vrai que... je vais le placer tout de suite. Moi, Lucille Gallio a eu la gentillesse de me faire envoyer un exemplaire papier par les éditions Pocket, donc je l'en remercie. Cela dit, écoutez, c'est pas ça qui m'empêchera de dire ce que je pense sincèrement du roman. Je pense qu'elle n'entend pas moins de notre book club. Alors oui, le roman est sorti en 2016 en VO. C'est un roman de E.K. Johnston. Mais pour toutes les raisons que Lucille avait expliquées lors de son interview, il n'est sorti que cette année en français. Parce qu'en fait, la publication de ce roman, qui est un roman YA, est tombée au moment où Pocket repensait la viabilité de sa collection Pocket Junior, suite aux contre-performances des premiers volumes Star Wars dans cette collection, pour toutes les raisons que Lucille a évoquées, ce qui fait que pas de bol pour ce roman dont on a l'édition française que maintenant, avec une traduction qui n'est pas par l'ami Sandy Julien, mais par Tristan Niver et Renaud Thomas, d'autres habitués de l'équipe Pocket pour la traduction et la relecture. Donc voilà, je préférais le signaler en préambule avant qu'on rentre un peu plus loin dans l'analyse. Alors moi, c'est le premier roman que je lis de E.K. Johnston. Toi, je crois que tu avais commencé la série sur Padmé. Eh ben, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, c'est la première fois qu'on va parler d'E.K. Johnston. J'ai peur que ce soit pas la dernière. Et c'est dire déjà l'enthousiasme. Alors, on va arriver à mettre de côté certains problèmes relatifs à l'auteur, mais à un moment, on va quand même être obligé de l'aborder. Alors, c'est vrai qu'elle est vocale sur les réseaux sociaux. Des fois, je préférais qu'elle le soit pas. Et jusqu'à présent, j'ai pas été emballée par ses romans. C'est pas Claudia Gray. Bon, après, voilà... il faut tout pour faire un monde. Par contre, c'est un profil intéressant, E.K. Johnston, c'est-à-dire quand on regarde sa biographie, elle a commencé à écrire de la fanfiction en 2002. Son premier roman a été publié en 2014, c'était une histoire de dragon, donc elle écrivait surtout dans le fantastique. Elle a fait une nouvelle pour Star Wars qui est parue dans le première édition d'un certain point de vue. Elle avait fait une nouvelle qui était sur un personnage de Ahsoka. Donc Ahsoka, c'était sa première collaboration à Star Wars, sa première fois à rentrer dans l'écurie des auteurs Star Wars, et elle fait partie des rares autrices, on va dire, dans le pool actuel. Elles ne sont pas très nombreuses, donc bon, voilà, c'est bien qu'il y ait de la représentation à ce niveau-là. Et alors, elle a une particularité parce qu'elle a un métier dans la vraie vie. Elle est archéologue médico-légale. Alors, c'est pas banal, elle va déterrer, elle va déterrer des squelettes du passé, et puis elle va te faire des analyses sur comment ils sont morts, etc. Enfin voilà, au niveau archéologique, quoi, comme tu déterres Richard III et puis tu essayes de trouver des informations sur lui. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant qu'elle aille chercher des vieux os, parce que là, du coup, il y a quelques effectivement vieux os dans cette histoire, enfin d'une certaine manière, parce que le fanservice, il y a un moment pour moi où ça devient vraiment le chien qui cherche les vieux os et puis qui va essayer de les bouffer pour en tirer de la moelle, et il y a un moment, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de moelle à tirer des vieux os. Mais bon, et effectivement, depuis, elle a l'air de s'être ancrée dans le pool des auteurs Star Wars, puisque depuis, elle a commis un autre bouquin que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai dans ma bibliothèque, qui est Queen's Peril, donc qui est encore une aventure de Padmé. Pour l'instant, on lui a attribué des personnages féminins, très clairement, voilà, ils ont un auteur féminin et ils lui donnent des personnages de nanar. C'est bien qu'il y ait de la représentation de ça. Il y a des choses positives à dire, comme d'habitude, on va en trouver à en dire, et puis il y a des choses qui sont moins bien, et c'est vrai que l'ensemble général, c'est bon, bah voilà. Moi, je l'avais lu cet été à la plage,
Et le sable s'était mis partout, je confirme, dedans. Et ça m'avait pas transcendé. Et je l'ai relu. Bon, voilà, ça m'a pas transcendé non plus. Moi non plus. J'avoue que bon, c'est du YA qui se lit vite. C'est écrit gros. C'est écrit gros et c'est un tout petit volume en poche, donc ça se lit assez vite. Il y a pas mal d'actions, donc ça peut passer assez vite. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais il faut dire que j'étais en plein dans les dramas chinois, donc je pense que c'est pas complètement la faute du roman. Ah, t'es mort pour Star Wars à un moment quand tu vas voir les chinois. Ça, c'est tellement meilleur ce qui se passe actuellement dans les dramas chinois que ce qui se passe dans Star Wars, qu'il y a un moment... J'avoue. Alors après, c'est vrai que comme c'était du YA, je pense que je m'attendais à un truc aussi ambitieux que Étoile perdue de Claudia Gray, et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. Et non. J'ai trouvé ça beaucoup moins mature. J'ai vraiment eu la sensation que c'était une prolongation des aventures d'Ahsoka dans les Clone Wars ou dans Star Wars Adventures, etc. Ce qui est pas négatif en soi, hein, puisque les Clone Wars, il y a quand même des thèmes très très profonds qui sont abordés, surtout dans la dernière saison, quand ça part en cacahuète. Donc là, on se situe 1 an après l'Ordre 66 et l'avènement de l'Empire. Ahsoka, évidemment, est en cavale. Elle essaie de se planquer dans des coins paumés de la bordure extérieure, donc dans les marges, encore une fois. Comme elle a les talents de mécanicienne, même si R2D2 lui manque, elle bidouille comme ça, elle survit comme ça. Mais bien évidemment, l'Empire, le conflit la rattrape et ce choix moral de est-ce que je me cache pour sauver ma peau ou est-ce que je m'implique pour aider les habitants en bon Jedi, même si techniquement elle n'est plus un Jedi. C'est pas très éloigné des préoccupations de notre chevalier errant dans l'espace Sith, hein, finalement. Un Jedi isolé en milieu hostile, est-ce que tu crames ta couverture ou est-ce que tu interviens pour aider les autres, quoi. C'est un bon parallèle. Ça manque de drama queen, quoi, du coup, par rapport à Chevalier errant. Ça manque de botane et de cape d'invisibilité, mais... Ouais. Mais c'est vrai que du coup, la personnalité d'Ahsoka est un peu similaire à Chevalier errant dans le sens où on avait dit que c'était pas un personnage qui était très engageant et qui avait beaucoup de personnalité, finalement, Kira Holt. Et là, Ahsoka, qui est normalement cette espèce d'enfant terrible de Star Wars, c'est comme ça qu'elle avait été présentée, elle était très abrasive au début, d'ailleurs, pour les fans, quand elle avait été introduite dans Clone Wars. C'est vrai qu'elle avait un côté... pas content, ouais. Ouais, elle avait un côté petite pestouille, là, d'ailleurs, c'était Chippy, quoi, du coup, son surnom, et c'est vrai qu'elle était très Chippy, c'était vraiment une sale gosse. Et elle avait mûri au fur et à mesure et elle est devenue un des personnages préférés. Hein. Les fans l'aiment beaucoup, au point maintenant qu'on en colle un peu de l'Ahsoka un peu partout. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'elle vit dans les marges de Star Wars dans la mesure où elle a jamais été présentée dans les films et que pour des gens qui s'intéressent pas à l'univers étendu, Ahsoka, c'est quoi, c'est qui, hein, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Peut-être qu'on pourrait dire aussi, tu t'as très bien résumé le début où on se situe et les problématiques. C'est vraiment un roman qui est vraiment un roman de transition. Tu vois, le fait que ce soit un jeune adulte, quelque part, tu pourrais dire que c'est déjà un roman de transition, mais Ahsoka elle-même qui est à la marge entre Padawan et Jedi, ce qu'elle sera pas, puisqu'elle sera jamais Jedi, elle a quitté l'ordre des Padawan, il y avait toute cette sombre histoire. Accusée à tort, ouais. Voilà, et puis elle a eu le choix de revenir, elle a dit Balek, je m'en vais, bon, les Jedi c'est des cons, ce qui me la rend très sympathique déjà à la base. De base, ouais, désillusionnée par les Jedi, tu as un capital sympathie à Ahsoka. Ouais, je vois le club, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que pour ça, c'est bien. Mais du coup, le roman a un côté un peu bouche-trou. Alors, c'est une de ses réussites, et ça peut être aussi une des critiques qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il commence à la fin de Clone Wars. Alors, en plus, en sachant que ce roman avait été sorti avant la saison 7 qu'on a eu récemment. Avant la fin de la série. Donc, il présentait des éléments qu'on n'avait pas encore vu, mais qu'on a vu maintenant. Le showdown là entre Darth Maul et Ahsoka sur Mandalore. C'était la fin. Donc la transition avec la fin de la guerre des clones, pour nos films La Revanche des Sith. Et ça se termine, le roman, avec le début de Star Wars Rebels, c'est-à-dire comment Ahsoka devient fulcrum dans le réseau de de rébellion de Bail Organa. Et également avec l'entrée en scène du grand inquisiteur qui sera un des personnages antagonistes de la première saison de Star Wars Rebels. Tu as vraiment ces transitions de personnages, donc on passe de la série Clone Wars à la série Star Wars Rebels,
Et en fait, du coup, le roman s'ancre là-dedans, entre les deux. C'est plutôt bien fait. Alors par contre, alors c'est sympa de raccorder les wagons, on va dire, mais c'est vrai que quelque part, c'est un roman bouche-trou. Une espèce de marge, quoi. C'est un roman liminal, et on reste encore donc à la question de la marge chez Ahsoka, qui est un personnage marginal, etc. On vient toujours là-dedans. C'est vrai que si on n'y regarde pas de trop près, on pourrait faire le parallèle avec le Kenobi de John Jackson Miller, puisque finalement c'est quoi ? C'est un Jedi, enfin en tout cas un utilisateur de la Force, qui est en planque après l'ordre 66, mais les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup plus d'envergure dans le roman Kenobi, bien sûr. Ahsoka, moi j'ai eu la sensation, n'étant pas fan du personnage, n'ayant pas regardé les Clone Wars depuis qu'ils sont passés en images de synthèse, à part la dernière saison, j'ai vraiment eu la sensation que c'était quand même, surtout pour les fans d'Ahsoka en fait, que ce livre était destiné, ce qui est pas déconnant puisque c'est destiné aux adolescents. Ahsoka c'était quand même un peu, comme tu l'as dit, une chippie qui grandit. Un peu l'adolescente casse-cou, etc., impulsive. C'est pour ça qu'avec Anakin, ça faisait un tandem détonnant, quoi. Et c'est pour ça que je suis pas vraiment rentrée dedans, parce que j'ai vraiment eu la sensation que ce roman ne m'était pas destiné du tout. Donc, en soi, c'est pas une critique vis-à-vis du roman. Je pense tout simplement, je suis pas dans le public cible, et puis voilà. Par contre, je me dis que les fans d'Ahsoka devaient être contents d'avoir ces éléments, ces espèces de teasers avant la sortie de la dernière saison des Clone Wars, parce que du coup, effectivement, on en apprend un peu plus sur, comme tu l'as dit, le duel avec Maul, mais aussi le fait que tous ses clones sont morts, que Rex ait survécu, bon ça on le savait déjà grâce à Rebelle, qu'elle avait laissé ses sabres bleus derrière elle. D'ailleurs, c'est étonnant que sur la couverture, elle ait ses sabres bleus, parce que le côté sabre, cristaux, kyber, etc., c'est un des aspects que j'ai préféré dans le roman, et c'est là qu'elle forge ses sabres blancs. Mais peut-être qu'ils sont blancs, mais ça a été mal rendu, j'en sais rien, sur la couverture. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas, comme la couverture est bleue, on a l'impression qu'ils sont bleus, je sais pas. Mais tu vois, même là, elle a une espèce de nuage de fumée grisouille pas clair, et tu vois, je te dis, c'est vraiment la tonalité générale du roman, hein. C'est vraiment, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, encore une fois, on va reposer la question à Lucille, on la sollicite à chaque fois, mais pourquoi est-ce que les pages grises, d'ailleurs gris fumé, qui sont des chapitres, alors il y en a 7 chapitres comme ça, qui ouvrent et qui ferment le roman, donc déjà ça commence en gris, ça se termine en gris, et on a de temps en temps donc ces chapitres-là qui peuvent être Ahsoka, mais qui parfois c'est Anakin, parfois c'est le Grand Inquisiteur, parfois c'est Obi-Wan, exactement. Donc ça va sur d'autres... Pas Padmé, bizarrement. Ça aurait pu. Bah, elle est morte. Bah oui, elle est morte. Mais bon, Anakin, il est mort aussi dans le passage qu'on mentionne. Ouais, c'est vrai. Voilà, le passage qu'on mentionne. Aussi. C'est un flashback qui n'a pas lieu d'être finalement. Donc oui, c'était intéressant d'avoir ces pages-là qui sont alors frais comme visuel. Ça fait une espèce de gris un peu fumé d'ailleurs, un peu comme sur la couverture avec. Et donc du coup, t'as l'impression que t'as des volutes du passé quoi, qui viennent se mêler au présent d'Ahsoka. C'est un livre hanté par un certain nombre de fantômes, mais en même temps Star Wars commence par être très très hanté par... C'est Halloween tous les jours dans Star Wars. Et c'est vrai que le côté fantôme, membre fantôme, est également quelque chose qu'on peut discuter sur ce roman. Et en sachant que tu parlais par rapport aux fans d'Ahsoka, la version audiobook de ce roman en anglais, en tout cas, a été lue par Ashley Eckstein, qui est la doubleuse d'Ahsoka dans la version originale. Qui a une super voix d'ailleurs. Ouais. Par contre, c'est vrai que... alors évidemment, elle est en PTSD, elle est en transition, on est à un moment charnière, donc c'est normal qu'elle soit peut-être hésitante. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas l'Ahsoka badass que tu as justement en couverture, même si elle termine en mode un peu badass, sabre à la main, etc. Elle est pas très... pétulante ou pétillante dans ce roman. Bon, en même temps, c'est normal. C'est pas un moment où il y a de quoi être pétillant ou pétulant, on va dire. Elle est en planque. Tu sens qu'elle a pris cher et elle est perdue. Au propre comme au figuré, elle est perdue. Et c'est seulement à la fin, quand les choses deviennent claires dans son esprit et qu'elle comprend qu'elle a à nouveau un but dans sa vie, une direction à suivre et qu'elle est d'équerre avec ce qu'elle doit faire, qu'elle redevient la Ahsoka qu'on a connue, hyper badass, etc. Donc du coup, les gens retrouvent pas leur Ahsoka, si tu veux. Ils vont trouver une Ahsoka qui est pas déconnante par rapport à son parcours, puisque c'est normal qu'elle soit, qu'elle ait un moment de doute et d'introspection, et ça on le voit beaucoup. Elle a beaucoup de moments de méditation sur la force, etc. Donc ok. Mais c'est vrai que si tu viens en tant que fan d'Ahsoka, tu risques de pas la retrouver telle que tu
tu l'imagines, on va dire. A fortiori avant la sortie et de la fin de la série Clone Wars, en fait. Même si on savait comment ça allait finir, puisque l'Ordre 66, ils sont tous butés ou presque, et elle, on savait qu'elle était dans Rebels, etc. Donc on savait qu'elle y avait survécu à la purge. Mais tu parlais de membres fantômes tout à l'heure, et effectivement, le grand fantôme dans sa vie, c'est Anakin. Parce qu'elle ne sent plus Anakin dans la Force, elle est persuadée qu'il est mort pendant la purge, elle sait pas encore que c'est Dark Vador et machin, etc. Elle est amputée de ses sabres. Il y a une partie de l'intrigue qui tourne autour du fait de retrouver des cristaux pour, si besoin, reforger des sabres. C'est pas ce qu'elle avait envie de faire au départ parce qu'elle voulait garder un profil bas, quoi. Mais à partir du moment où elle est résolue à mener le combat et à sauver les fermiers avec qui elle a sympathisé sur Rada, elle part à la recherche de nouveaux cristaux. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà les cristaux Kyber, je trouve ça fascinant. Elle évoque des planètes où les cristaux Kyber étaient particulièrement présents. Donc comme Christophe 6, c'était une des batailles des Clone Wars, une de ses premières batailles, je crois, qui était riche en cristaux. Et puis la planète Ilum, où la plupart des Jedi allaient chercher leurs cristaux. Ilum qui, si vous ne le savez pas, devient la base de Starkiller. C'était anciennement la planète Ilum. Et c'est précisément parce que le cœur de cette planète était formé de cristaux Kyber que l'Empire l'a énormément exploité pour la deuxième étoile de la mort, et ensuite le Premier Ordre a pris le relais pour carrément créer Starkiller. Et quand elle arrive sur Ilum, elle se rend compte que l'Empire a creusé des tranchées et qu'elle trouvera pas ces cristaux à cet endroit-là, parce qu'elle a toute une partie d'errance dans la galaxie avant de revenir sur Rada pour sauver les gens. Et finalement, elle piquera ces cristaux C'est le 6e frère, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça, c'est un inquisiteur, le 6e frère, qui est une espèce de gros bourrin que n'aurait pas renié Odion sur dans l'espace site. Alors, bourrin, je ne sais pas. Je vois un peu comme les chevaliers de Rennes, là, effectivement, parce que c'est un humanoïde non identifié. Voilà, il a la peau grise, il a des cicatrices. Chaque fois que les personnages sont en interaction avec lui, ils savent pas le définir, en fait. C'est pas complètement un alien, on sait pas trop ce que c'est. Puis on saura pas. Attends, Balek. Sur les bandes dessinées, les représentations du 6e frère, c'est pas clair parce qu'il a une grosse armure. Il est beaucoup plus grand que les autres, mais c'est tout, en fait. Ouais. Et c'est l'ombre, il reste l'ombre, c'est la créature de l'ombre. C'est le gris en plus, on reste encore, tu dis, dans le gris, reste là-dedans. Après, c'est vrai qu'on est dans le schéma classique du Jedi en planque, qui arrive, j'ai l'impression, enfin, je sais que c'est pas une Jedi. Et on a eu plein d'histoires de qu'est-ce que ça fout un Jedi quand c'est en planque. J'ai pas l'impression qu'il y a eu en soi un roman sur Yoda en planque sur Dagobah, mais finalement ils sont tous à chaque fois à cette quand même coupé de la force. On se retrouve un peu comme Luke sur Acto, c'est-à-dire en fait un Jedi qui utilise pas la force, c'est de la survie de base, mais en fait c'est pas vraiment une vie non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment amputés, quoi. Et il y a eu J.J. Miller qui a fait aussi un roman là-dessus sur Kanan qui s'appelle New Dawn. Je sais pas si ça a été traduit littéralement par Une Nouvelle Aube, mais lui aussi il s'est attelé à ça. Il l'avait déjà fait aussi avec Kenobi. Et bon, on les a tous. On imagine Obi-Wan, Luke et compagnie. À chaque fois ils sont vraiment mais coupés, quoi, à pas vivre. Et ça, quelque part ça m'attriste de voir ça, qu'on arrive toujours à cette représentation-là. Mais c'est aussi parce que à chaque fois, nos Jedi, en fait, ils ont pas de vie, quoi. Comme ils se marient pas, ils ont pas des enfants, etc. Parce qu'on en a des personnages qui partent se planquer, tu vois. Par exemple, Rogue One. Au début, le papa Erso, là, il est parti avec sa petite famille faire le fermier, alors que c'était pas sa vie de base. Évidemment, on les voit pas en pleine sérénité familiale parce que ça commence sur la tragédie ils ont été retrouvés par l'Empire. Mais j'ose imaginer qu'en fait, ils ont eu une bonne vie, si tu veux, avant d'être retrouvés. Ils sont pas tout seuls. Il y a la famille. C'est ça, on a toujours ça. Alors après, évidemment, la famille, c'est pas forcément une cellule familiale standard, papa, maman et les bébés, hein, on est d'accord, hein, mais on les voit toujours isolés. Et là, c'est une des problématiques aussi du roman, c'est-à-dire des gens essayent de récupérer Ahsoka et de l'intégrer dans une structure familiale, qui est une structure familiale composite, puisque c'est pas... il y a des frères et des sœurs, il y a des sœurs plutôt que des frères d'ailleurs, mais en fait, ils reconstituent une famille adoptive, quoi, pour se protéger les uns les autres, et ils essayent de l'incorporer à ça, et elle a du mal à faire ça. Elle résiste pas mal. En fait, tu as 2 modèles familiaux qui nous sont proposés coup sur coup. Tu as d'abord le clan des Fardi sur Tabeska,
Donc c'est la première planète où elle s'est planquée. Malheureusement, l'Empire arrive, donc elle se casse. Et alors le clan des Fardi, toutes les gamines se ressemblent. D'ailleurs, ça a son importance pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment un clan familial énorme. Alors ce sont des humains, elle, comme c'est une Togruta, évidemment, elle s'intègre pas. Puis elle finit par se barrer. Et elle arrive sur Rada, qui est une espèce de lune occupée essentiellement par des ouvriers agricoles. Et il y a cette réflexion sur la famille que tu te crées, la famille que tu trouves. Effectivement. Et là, ça rejoint complètement la problématique de l'arc de Ray dans la postlogie, à savoir, ta vraie famille, elle t'a abandonné. En tout cas, à ce stade, c'était ce qui était en 2016, quand le roman est sorti, c'était ce qui était dans les clous pour Ray. Mais il y a la famille que tu te trouves. Et finalement, Ahsoka, elle finit par se laisser attendrir, se laisser toucher par ces gens, etc., et forger des amitiés. Voire, il y a un sous-texte lesbien aussi à un moment donné avec Kaeden. Ça, je me demandais si tu allais le mettre sur le tapis. Bien sûr que oui, d'autant que sur Wikipédia, sur la fiche de Kaeden Lart, en fait, il est clairement dit que Kaeden a développé des sentiments pour Ahsoka, qui ne sont pas réciproques parce que Ahsoka, ça lui passe complètement au-dessus de la tête, quoi. Mais on a un sous-texte lesbien que j'ai apprécié parce que c'était très bien fait. Ça parasite pas du tout la narration, mais l'autrice a au moins eu ce courage-là, en fait. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, tu as aussi la notion de ces enfants qui possèdent la force, enfin, qui sont sensibles à la force après la purge. Le fait que dans le clan Fardi, il y a une des gamines qui présente des prédispositions naturelle à l'utilisation de la force. Et Ahsoka, au moment où elle se barre au tout début de Tabesca, elle se dit merde, j'ai laissé la gosse derrière moi. C'est typiquement le genre de gamine qui aurait été repérée par les Jedi avant la purge et qui maintenant peut tomber entre les mains de l'Empire, quoi. Donc elle a cette espèce de regret et elle a l'opportunité plus tard dans l'intrigue de retourner sur Tabesca et de mettre les choses un peu au clair avec l'existence de cet enfant doué pour maîtriser la force, en fait. C'est bien qu'elle le fasse, mais ça fait partie, tu te rappelles, on avait discuté ensemble, ça fait partie des choses qui m'ont excessivement énervée dans ce roman. Voilà, à cause de la postlogie et à cause justement, pour le coup, en extra-diégétique, des prises de position de cet auteur. Voilà, dans le roman qui lui pose très bien cette question de qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont partout dans la galaxie et qui continuent à avoir la force et qui vont être pourchassés par l'Empire, qui vont être exploités et corrompus par l'Empire pour être utilisés par Palpatine. Elle pose cette question plusieurs fois, notamment le 6e frère là qui part à la recherche des enfants et il a aucun problème à buter des gosses, si tu veux. Une de ses missions, c'est quand même d'attraper des enfants qui sont sensibles à la force et qui soient corrompu par l'Empire, on peut obliger de ces termes-là. Dans le même temps, on a droit à adorable bébé Leia, avec son aquarium, parce que Leia et Luke ont 1 an. Alors, on voit pas Luke, évidemment, parce que, il est planqué, c'est avec Obi-Wan, on a mis ça de côté, et voilà. Par contre, on a droit à Leia, parce qu'évidemment, il faut raccrocher avec Bail Organa. Et donc, Bail Organa, il est avec sa gamine de 1 an, qui s'émerveille devant un aquarium. Alors, je rappelle que Star Wars, pour ceux qui ont du mal avec les sous-textes sexuels, je rappelle que Star Wars est essentiellement une histoire qui tourne autour de 3 choses, les boules, les œufs et les tentacules. Donc là, Leia, elle est fascinée par des tentacules orange. Ça va lui servir plus tard. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais voilà, c'est tout. Et c'était un petit moment. Moi, ça m'a fait rire. Hein. Je l'ai noté dans la mort. Tentacules. Mais bon. Bref, que l'adorable petite Leia qui manifeste apparemment déjà des capacités, parce que elle a 1 an, son père est en train de s'inquiéter de savoir si elle sait déjà lire. Moi, je veux bien. Faut pas déconner non plus. Ouais, à 1 an, ça commence quoi. à marcher, quoi. Alors, faut pas pousser non plus. Bon, bref. Mais donc voilà, elle a cette réflexion là-dessus, sur les capacités de la force chez les enfants et on sait très bien, parce qu'elle a s'exprimé là-dessus, que notre Ike Johnston déteste Kylo Ren, Ben Solo et tout ce qui va avec. Donc elle lui trouve aucune vertu, elle n'est pas pour une rédemption de Kylo Ren, elle ne comprend pas ça, enfin, ce n'est pas un personnage qu'elle apprécie, elle a été vraiment très brute de décoffrage, franchement maladroite, voire même, je vais le dire, très con à ce sujet. Et avec les gens qui éventuellement défendent le personnage de Kylo Ren. Et dans le même temps, elle a ses prises de position là-dessus sur les enfants. Et moi, chaque fois, j'étais là, je notais dans la marge, alors Eben, parce que quand t'es là en train de t'inquiéter sur le fait qu'un enfant puisse être attrapé et être corrompu et que par ces salauds de l'Empire, tu t'intéresses à Ben Solo.
forcément. Ah Mais bah. non, moi c'est ce que j'ai eu dans le sous-texte plein de fois. Et même, tu vois, il y avait aussi cette phrase, et je t'avais dit, punaise, ça m'a pas plu non plus. Quand on a droit justement à Ahsoka qui dit, je reviendrai, je promets. Alors, pour tout Reylo, c'est un petit peu le nerf de la guerre, cette phrase-là, parce que c'était la fameuse phrase qu'on avait dans les visions de Rey et que tous les Reylo pensaient que ça allait servir avec Ben Solo. Et ça a servi, ça n'a pas été prononcé, mais il est revenu pour elle à la fin. Donc, en fait, ce qui n'a pas été utilisé dans les films, apparaît quand même sur l'écran. Enfin, c'est ce qu'on a quand même, c'est ce qu'il fait, il est revenu. Mais donc du coup, je sais bien que cette phrase n'est pas nécessairement une phrase Reylo, puisque en fait, ça fait penser à Luke qui promet à Yoda de revenir, tu peux le ressortir de l'Empire contre-attaque, simplement. Néanmoins, ça fait partie des phrases qui du coup m'ont un petit peu braqué, quoi. Alors c'est vrai que j'ai essayé de faire abstraction de ce que je sais de l'auteur, mais c'est vrai qu'il y avait une dissonance cognitive qui du coup est gênante, quoi. C'est-à-dire que par rapport aux thèmes de Star Wars qui sont en plus véhiculés ici, qui sont l'espoir, la rédemption. Et en plus, on a ces fameux cristaux dont tu parles, c'est-à-dire que la récupération des cristaux. Alors les cristaux, en sachant qu'il y a un parallèle qui se crée du coup entre les cristaux et les enfants, parce que dans un des chapitres gris, donc italique pour toi, les cristaux ont la parole. Et donc les cristaux sont décrits comme attendants. Ils attendent. Et c'est un peu comme les enfants qui sont partout dans cette galaxie et qui attendent d'être réveillés, utilisés par la force ou trouvés par un être de bien ou un être de mal. Et à la fin, elle récupère des cristaux qui ont été donc corrompus par le sixième frère, puisque apparemment les cristaux viendraient enfin, il les aurait probablement pillés, carottés à un ancien Jedi, ou ils viendraient du temple Jedi, puisque les cristaux rouges sont des cristaux en fait qui ont été pris et qui ont été saignés par les Sith, donc, ou par en tout cas du côté obscur. Et donc du coup, elle récupère des cristaux qui ont été corrompus et elle les purifie à la fin. Très jolie image. Mais est-ce qu'elle peut s'appliquer à des personnages de Star Wars? Je pose la question. En particulier, un personnage qui a carrément craqué son cristal en voulant le saigner parce que c'était contre nature et contre sa nature à lui de personnage. On pose la question. Et la réponse qui a été fournie n'est pas la bonne. C'est Nope. ce que j'allais dire. Nope. Juste pour info, les cristaux rouges peuvent être aussi des cristaux synthétiques. Les tenants du côté obscur peuvent avoir recours à des cristaux synthétiques, mais là on est au tout début de l'Empire, donc en fait les inquisiteurs qui travaillent pour Palpatine se sont servis dans le temple Jedi au corrompu des cristaux préexistants, parce que contrairement aux Jedi, ils n'ont pas d'affinité avec leur cristal, ils s'en foutent, c'est pas... Comme dans Harry Potter, la baguette choisit le sorcier, si tu veux. Dans Star Wars, le Jedi et le cristal créent un lien, en fait. N'importe quel Jedi ne peut pas utiliser n'importe quel cristal pour forger une arme. Et là, Ahsoka, en fait, les cristaux En fait, c'est un truc double lame qu'il a le sixième frère. Comme Darth Maul. Voilà, comme Darth Maul, comme Rey, Dark Rey, si elle avait basculé. Et donc, du coup, c'est bien, parce que comme ça, Ahsoka, elle peut refaire ses armes. En fait, elle a des armes de samouraï. Elle a le grand sabre, le katana, et elle a le tout petit sabre pour le seppuku, etc. Et elle s'en sert comme ça, en fait. Puisque tu peux régler la longueur de la lame sur un sabre laser. Toute cette partie sur les cristaux, la recherche de cristaux, la récupération de cristaux, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par contre, ça pose un problème par rapport à Ben. Parce que la force, les enfants sensibles à la force, ils n'ont pas disparu en même temps que l'ordre 66, qui a juste purgé l'ordre Jedi. À chaque génération viennent toujours autant de gamins sensibles à la force, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces gosses maintenant qu'il n'y a plus d'ordre établi et qu'a priori, le seul qui a la capacité à mettre la main dessus, c'est Palpatine. Donc, ça pue quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une des questions qui est posée dans le roman. Qui est posée dans le roman, puis pas tellement finalement dans Star Wars Rebelle, à part, Ezra est avec Kanan, etc. Mais on n'a pas l'impression que Ahsoka, finalement, elle soit partie à la recherche d'enfants. Ça s'est pas continué, j'ai l'impression, dans Star Wars Rebelle. Elle est pas partie en quête des gosses pour les mettre dans une espèce de nursery Jedi. Tu vois, la crèche, la crèche des enfants prodiges. Elle a jamais été créée. Elle est effectivement dans son réseau
d'espionnage, rébellion, résistance, et voilà. Mais la question des enfants, c'est pas forcément posée. Si tu parles de l'histoire de continuité, bon, je sais bien que tu as fait un moment Wikipédia avec la question des synthétiques, etc. Il y en a qui se sont bien énervés parce que, alors encore une fois, le roman a été écrit avant la dernière saison de Clone Wars. Moi, ça m'a pas choqué la transition, justement. Je trouvais que c'était plutôt... ça me rappelait bien l'ambiance du dernier épisode. Enfin, des derniers épisodes. Mais apparemment, bon, il y en a qui sont allés quand même en papaouter des mouches parce que apparemment, il y a énormément de problèmes dans la continuité. Que ce soit les dernières paroles qui ont été prononcées entre Anakin et Ahsoka, la couleur de ses sabres, enfin, je sais plus, l'histoire de Rex qui se barre avec ou sans armure, enfin, il y a apparemment toute une liste qui a été faite en ligne de contradictions. Moi, je dirais pas que c'est des contradictions, je dirais que c'est des problèmes de continuité. Alors, à la limite, c'est pas la faute de l'auteur. S'il y a une faute à mettre, c'est plutôt sur Filoni et compagnie qui du coup n'ont pas respecté ce qu'elle avait proposé dans le roman. Surtout qu'elle a dû bosser avec eux pour faire le lien. Ils ont dû quand même lui dire comment ça se terminait grosso merdo les Clone Wars pour qu'elle puisse écrire son livre. Donc c'était à eux après d'assurer la continuité. Pour le coup. Après, les problèmes de continuité, il y en avait déjà entre la prélogie et la trilogie originelle. Il y en a toujours quelques-uns, quoi. C'est juste que c'est dommage que dans le canon Disney, qui se veut justement exempt de ce genre de problème, il s'en présente à nouveau alors que ça pourrait être facilement évité, quoi. On a pas fini, hein. Déjà, il y a eu des problèmes récemment, je crois que sur une édition de livres où il y avait des problèmes dans les dates déjà entre le moment où Ben a été... Ouais, c'est ça. Il y avait un gros problème de chronologie. Bizarrement, c'était pas la même temporalité pour la fiche de Ben Solo et pour la fiche de Luke Skywalker, alors que on partait sur l'histoire du temple Jedi. Enfin, il y avait un gros problème de date. Donc, je sais pas comment ils gèrent leur petite entreprise, mais des fois, ils se relisent pas entre eux. Hein. C'est un vrai souci. Quand tu parlais justement des cristaux, ça m'a fait penser à l'épisode qu'on vient d'enregistrer sur la Force, sur l'histoire du don et de prendre, parce que du coup c'est pareil, c'est les sites où les côtés obscurs volent les cristaux finalement et forcent les cristaux à leur volonté, les plient sous leur volonté, tandis que les Jedi se posent dans la méditation de Yoda, là, en situation de don, de pleine conscience, sur le cristal va me parler, va venir à moi et on va pouvoir communiquer. Bon. Et quand on reste sur la question de la force, il y a le pseudo que choisit Ahsoka puisqu'elle est incognito et donc elle a choisi un pseudo qui est Ashla. Alors ça ressemble vaguement à Ahsoka hein, déjà pour commencer. Ashla c'est dans la culture du tigre, mais c'est pas un tigre, je sais bien, mais j'ai continué à l'appeler le tigre. Gara Zeb Zeb là dans Star Wars Rebelle, le Ashla dans sa culture c'est le côté lumineux de la force. Ouais. Donc en fait elle devient littéralement une incarnation de la force dans son côté positif dans son choix de pseudo. En notant aussi que, oui, certes, Ahsoka a un nom de famille, Ahsoka Tano, mais alors quand elle est en planque, elle a juste un prénom, elle n'a pas de nom de famille et tout le monde s'en fout. Voilà, je dis ça aussi, je n'ai rien. Personne lui dit Ashla comment Ashla faire non, je sais pas. Eh ben, Ashla mettre derrière l'oreille et puis c'est tout, et puis tu nous fais pas chier. Voilà, c'est exactement ça. Bah, surtout dans la bordure extérieure, c'est souvent des mondes où tout le monde se planque ou atterrit par hasard, par des circonstances qui font que bah c'est un peu la merde, quoi. Ils sont en bout de course. D'où l'idée de la famille que tu te trouves, etc. T'as des orphelins, des gens qui ont pas eu le choix, donc t'as pas mal de personnages qui n'ont pas de nom de famille non plus. T'as les sœurs qui ont un nom de famille, Miara et Kaiden, mais après t'as plein de personnages qui ont juste un prénom et puis ça passe très bien, hein, tout le monde s'en fout. Hein. Dans le Far West, ils avaient pas tous nom, prénom, Junior, troisième du nom, machin. Et Finn n'a toujours pas de nom de famille à ce jour et personne va s'en offusquer. Parmi les trucs aussi qui sont en parallèle avec les transitions avec Star Wars Rebelle, etc., le début, moi, m'a fait penser, quand elle est là en planque avec l'arrivée donc de l'Empire sur Tabesca, elle est sur les toits en train de les guetter, elle passe d'un toit à l'autre, et bah ça m'a fait penser évidemment à Ezra au début de Star Wars Rebelle qui est également en train de se balader sur les toits et en planque et elle est dans la même position un peu qu'Ezra au début, donc ça reste parmi les transitions qu'on peut mentionner sur l'évolution de son personnage, quoi. Bah, ils ont la même agilité en plus, ils incluent du parcours dans leur mode de déplacement tous les deux, alors plus ou moins aidés par la force. C'est vrai qu'Ahsoka essaie de pas trop s'en servir jusqu'à ce que sa couverture soit grillée et là elle y va full steam, elle utilise
utilise la force pour libérer ses amis. Il y a beaucoup de parallèles entre Ezra et Ahsoka, c'est sûr. Bah, en plus, ils vont créer un lien privilégié, puisque c'est vrai qu'elle va devenir son mentor et qu'ils vont vraiment travailler ensemble. Elle va être importante dans l'arc d'Ezra et vice-versa, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est lui qui la sauve, qui l'entraîne dans le monde entre les mondes juste avant qu'elle se fasse buter. C'est ça. Alors, pour en revenir à l'arrivée de l'Empire, j'ai bien aimé la différence de stratégie par rapport à ce qui nous est proposé dans Étoile perdue sur... c'est Luciane, hein, je crois, la planète de nos deux tourtereaux, où l'Empire arrivait avec tambour et trompette, le Moff Tarkin, vous allez avoir du travail, etc. Là, quand l'Empire débarque sur la lune de Rada, c'est vraiment, on va exploiter toutes les ressources de cette lune pour faire pousser des trucs. Derrière, il ne restera rien, une terre dévastée. Mais on s'en fout, donc ils arrivent, ils imposent un couvre-feu, des cadences de travail pas possibles, ils butent des gens, enfin voilà. C'est pas du tout la même façon de conquérir une planète en fait, hein, de venir s'imposer. Donc je trouvais ça intéressant, la différence de stratégie adoptée en fonction des enjeux et des objectifs de l'Empire sur ces deux planètes. Ça dépend peut-être du gouverneur ou du responsable en question, parce que là, le Genef Pilar, là, celui qui est en charge, bon bah voilà, c'est le petit chefaillon qui veut se faire un trou, donc peut-être que c'est sa manière de gérer. Je pense que ça doit aussi beaucoup dépendre du chefaillon qui est envoyé sur place ou du gouverneur, je pense. Ça doit jouer avec ça. Hein. Là, c'était pas une grande planète avec beaucoup de ressources, etc. C'était une petite lune agricole livrée à elle-même sur la bordure extérieure. Donc, on arrive, on se sert, on s'attend pas à beaucoup de résistance de la part des habitants. Après tout, c'est juste des ouvriers agricoles. Et puis, quand on en aura plus besoin, on se casse et on les laisse crever sur leurs cailloux. Puis ça va pas se passer exactement comme ça parce qu'ils vont pas se laisser faire. Alors moi, j'ai apprécié les scènes d'action. J'ai trouvé qu'elles étaient bien écrites. Même si il manquait un peu cette lisibilité qu'on apprécie tellement chez John Jackson Miller. Il y avait des fois, je trouvais ça un petit peu confus. Mais globalement, elles étaient sympas à suivre. Et puis, c'était surtout de l'espionnage, du sabotage. Ça, c'est un aspect qui faisait que ça se lisait vite aussi. Parce que, lui, au premier degré, c'est une Star Wars Adventure, en fait, presque. Hein. C'est pas... Oui, c'est pas faux, oui, ou Forces of Destiny, si tu vas par là, c'est censé être à peu près le même public, on va dire, ou j'en sais rien, un petit peu plus âgé, je sais pas. Après, moi, il y a des trucs qui m'ont fait, d'autres trucs qui m'ont gêné ou qui m'ont fait rire, par exemple, tu vois, le moment Blanche-Neige d'Ahsoka, quand elle arrive dans sa hutte, là, sur Rada, là, enfin, je sais pas, sa hutte, je sais même pas si c'est une hutte, je sais pas trop, et qu'elle doit nettoyer, siffler en travaillant, là. Oh, les Jedi, ils m'ont pas bien préparé à faire le ménage. Bon, bah là, elle fait le ménage, ok. Alors, en plus, elle a une espèce de Roomba, tu sais, ces aspirateurs automatiques là, qui font le ménage. Donc, ok, très bien. Voilà, ça c'est un truc. Et alors, bon, il y a de la Roomba dans l'air, c'est sûr. Et alors, il y a le truc qui m'ont quand même le plus gêné, c'est le fan service. Là, je suis obligée de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus du clin d'œil, quoi. C'est carrément, tu fais chier, quoi. Le pire étant, je crois que le maximum a été atteint au chapitre 17, où alors là, je n'en pouvais plus, où t'as Ahsoka qui est en train de se demander, où que je vais aller maintenant? Et alors là, on a le catalogue. Alors, bon, est-ce que je vais aller à Kashyyyk pour retrouver Chewbacca? Tu sais, t'as Dorothée dans le Magicien d'Oz, tu vois, elle est là avec l'épouvantail, le fer blanc et le machin. Alors, oh non, alors est-ce que je pourrais pas aller à Takodana? Ça a l'air bien sympa. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Est-ce que je pourrais aller à... je sais plus, elle pense à... Elle pense à Alderaan aussi à un moment donné. Oui, elle pense à Jabba, donc elle pense même à Tatooine. Tatooine est envisagée, mon Dieu, quelle horreur. Elle aurait retrouvé Obi-Wan, ça aurait été bon gag. Mais bon, enfin... Là, c'était juste pas possible, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fanservice. Et c'est chiant. Déjà, le fait que Yoda croisait Chewbacca et connaissait Chewbacca pendant la guerre des clones, moi, ça m'avait saoulée. Putain, mais la galaxie, c'est... Et on a échappé au pire. On a échappé au pire, Aurélie, parce que normalement, dans un premier jet, ils avaient prévu que Han Solo... soit élevé par Chewbacca sur Kashyyyk. Donc en plus, on aurait eu droit à Yoda avec Han Solo. Alors non, faut arrêter, les gars. On a échappé au pire. C'est grand une galaxie, hein. Surtout une galaxie en plein chaos. T'es pas censé tomber sur les gens comme ça. Moi, j'ai bien aimé tous les moments où on était avec Bail Organa.
parce que c'est un personnage que Oui. j'aime beaucoup. L'acteur, en plus, il est top. bien. On passe jamais assez de temps avec lui, c'est dommage. Donc là, c'était plutôt cool. Ça, c'est les parties les plus sympas. Après, moi, les nouveaux venus, j'en avais rien à secouer, je m'en fous complètement. Et ils étaient interchangeables en ce qui me concerne. Voilà, ça, ils m'ont pas intéressé, tout ce nouveau ramassis Bah, à part la petite Fardy, de rebelles en puissance. la gosse, je voulais pas qu'elle tombe dans Oui, les la idées d'un gosse. inquisiteur. Et puis Kaiden, parce qu'il y avait ce sous-texte lesbien que je trouvais rigolo. Sinon, les Ah bah, autres... sous-texte lesbien que tu peux appuyer avec un autre sous-texte homo, hein, parce que quand même, il y a quand même un moment où on demande à Ahsoka, ah bah, ils se disputaient souvent, toi, tes parents? Ah ouais, tout le temps. Et on sait très bien de qui elle parle. C'est de Obi-Wan et Anakin. Virtuellement, elle a deux papas, Ahsoka. Après, il y a Padmé. Il y a une allusion Ah, à Padmé. voilà. Ça t'a fait plaisir. Mais ça, c'est bien. Voilà, c'était les seules choses qu'on avait. Alors, c'est vrai que, comme en plus elle écrit Padmé, puisqu'elle a quand même maintenant, du coup, 2 romans qu'elle a consacrés à Padmé. Alors, qu'on mettra probablement au programme à un moment ou à un autre. Moi, je ne suis pas convaincue qu'elle ait rendu Padmé plus intéressante. Voilà, c'est raté. C'est bien d'avoir donné des romans sur Padmé. On est tout le temps en train de critiquer le fait que Padmé a été la grande oubliée de la post-logie, que voilà, Padmé passe à la trappe sans arrêt. Je sais pas pourquoi. Elle leur fait peut-être honte. On se demande bien pourquoi, parce qu'elle est adorée de plein de gens. Et puis, si elle leur fait honte, bah, en même temps, il y a d'autres personnages qui sont tapés la honte dans la prélogie et on en parle encore. Donc, pourquoi pas justement lui redonner à elle aussi une rédemption dans son personnage, qui est d'ailleurs bien fait dans Forces of Destiny ou dans des Star Wars Adventures. Ouais. Et dans Clone Wars, oui, ça passe aussi. Moi, je ne m'intéresse pas plus que ça dans Clone Wars, mais c'est vrai qu'on lui a redonné une vraie place aussi. Bon, alors elle a placé Padmé, elle a ce mérite-là que Ahsoka pense à Padmé. C'est vrai que les deux ont une bonne relation dans Clone Wars, qui a été bien développée. Et notamment Bail Organa aussi pense beaucoup à Padmé. Et il espère que sa fille sera plus comme Padmé que comme ce connard d'Anakin. C'est l'idée quand même régulièrement, hein, en disant, voilà, elle ressemble beaucoup à sa mère. Et il essaye justement d'ailleurs de tester si Ahsoka est au courant de quelque chose, parce qu'il a l'impression qu'elle se doutait bien qu'il y avait baleine sous gravier entre les deux, mais il essaye de voir si elle pouvait être au courant d'un bébé en route, et apparemment bon bah elle était pas au courant de ça, ça lui est passé au-dessus de la tête, et du coup Bail Organa est rassurée par rapport à l'anonymat de sa fille. Bah, c'est vrai que Ahsoka dans les dernières saisons de Clone Wars, elle revoit pas Padmé en fait. Elle ne va pas sur Coruscant après l'enlèvement de Palpatine et la bataille du début de l'épisode 3, elle est sur Mandalore, etc. Donc en fait, Obi-Wan, lui, il a recôtoyé Padmé pendant sa grossesse, mais Ahsoka, pas du tout en fait. Elle n'a pas été invitée à la baby shower. Non. Ni au gender reveal, rien du tout. Que dalle. Alors moi j'ai pas aimé cette insistance sur les règles du jeu, le croquin ou le croquine. Le croquine. Ah, ça m'a alors il y a un truc que j'ai bien aimé moi sur le croquine. Le croquine, j'ai bien aimé la phrase qui est très méta sur le fait que même quand les pions ils ont été éjectés du jeu, ils continuent à compter et à avoir une incidence sur le jeu général. Et là pour le coup c'est très Star Wars parce que tu ne disparais jamais dans Star Wars, parce que tous les personnages qui sont morts ils continuent à foutre le dawa même au-delà de leur mort ou à revenir après, et qu'un pion qui a été viré, en fait tu sais jamais quand il va ressortir du tiroir. Pour ce côté-là, ok, pour le reste, après je m'en fous. Moi, juste une anecdote rigolote, c'est que en fait, le croquinole, c'est un jeu canadien et c'est ça qui a servi d'inspiration aux croquins ou aux croquines. Ah ouais? Le temps chez Zelda, ils vont tous manger à la cafette, j'avais l'impression d'être dans Hélène et les garçons ou le miel et les abeilles, enfin... Ils vont à la cantina chez Zelda, qui a un Togruta lui aussi. C'est un Togruta ou un Twi'lek? Je crois que c'est un Togruta aussi. Ah non, il y a un Togruta, ouais, il lui manque un bout d'ailleurs. Il manque un bout de l'écou, je crois. Et donc du coup, allez, on se retrouve tous chez Zelda après. Bon, c'est très ado aussi, on se retrouve à la cafétéria du lycée. Ouais, c'est un peu ça. Entre les heures de cours et tout. Je fais bon, ok Aurélie, calme-toi, t'es pas le public cible, c'est pas grave. Sauf que là, quand ils se font emmener dans le bureau du proviseur, ils se font vraiment torturer, quoi. C'est pas juste parce qu'ils ont séché les cours. À Kaiden, elle a pris cher. Hein. Elle a pris cher. Bon, ils ont déconné parce qu'ils n'ont pas écouté Ahsoka, ils lui ont pas fait confiance, ils ont voulu la jouer en mode on peut devenir saboteur depuis ouvrier agricole, etc. Alors qu'elle avait une stratégie, etc. C'est vrai qu'elle a aguerri, elle, et ils se sont foutus dans une merde pas possible, et Kaiden, c'est vrai qu'elle prend cher, quoi. Après, c'est vrai qu'ils ont une façon de s'exprimer, t'as raison, qui des fois peuvent être un peu ados. Par exemple, je me souviens de cette phrase qui m'a fait rigoler, moi, qui était mais ils veulent te tuer juste pour te voir mourir. Ouais, en général. Surtout en anglais, c'était
c'était très lourd. Dans le français, c'était du même tonneau. C'est il veut te voir mourir, machin. Oui, bah oui, il veut la tuer. Oui. A priori, ouais, il y avait quelques maladresses comme ça. Après, si tu te dis que tu mets ça dans la bouche de personnages qui sont jeunes, qui vivent éloignés de tout, un peu mal dégrossis, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que ça allait pas. Ça manque d'envergure, quoi, on va dire. Ça manque un peu d'envergure et de souffle. Bien que Ahsoka soit régulièrement en position, c'est un petit peu la Léo Wynn de Star Wars, parce que quand régulièrement on lui dit... et ça, c'était plutôt bien réussi dans la dernière saison de Clone Wars. C'était tu es un Jedi, machin, mais non, je suis pas un Jedi, je vais te mettre la misère, quoi, parce que justement, je suis différente des autres. Ça, c'est quelque chose que personnellement, moi, j'apprécie dans le personnage d'Ahsoka. C'est peut-être la seule qualité que je lui trouve, c'est effectivement, qu'elle se soit fait son trou et qu'elle se soit fait sa propre interprétation du rôle d'un Jedi, du coup, mais qu'elle essaye de trouver une autre identité. Ah, ça m'a fait penser un peu à Erin Brockovich quand elle dit « Ah, je déteste les avocats, c'est juste que je travaille pour eux, tu sais. » C'est un peu ça. Ah non, moi je suis pas vraiment une Jedi, c'est juste que je suis une tenante du côté lumineux, mais tous les mauvais côtés de l'ordre Jedi, bah, elle en est revenue en fait, et finalement elle va garder que le meilleur. Elle va garder que le meilleur, mais elle va garder quand même la discipline de base parce qu'elle va rester dans cette position du Jedi en planque ermite. Bien qu'elle tienne des discours qui soient rebelles, on va dire, par rapport à l'institution des Jedi. C'est compliqué, sa position finalement. Là aussi, ça reste grisou, tu vois, c'est un peu grisaillon, quoi. C'est-à-dire, elle pourrait être un personnage hyper fort, avoir une identité très originale par rapport à cette identité en dehors des Jedi. Et créer une espèce de nouvel ordre, on va dire, ou en tout cas une solution alternative, non alignée si tu veux. Et en fait, elle le fait pas parce qu'elle reste très afféodée à la mystique Jedi ou à la discipline Jedi, et elle s'éloigne pas complètement de ça. C'est un peu dommage, même dans sa façon de vivre finalement. Elle reste... tu vois. Ils auraient pu l'explorer davantage, ouais. Alors, je vais lui donner un autre point négatif par rapport au fanservice, c'est qu'elles se sont quand même obligées, tu vois, de faire son moment Rogue One. Alors, c'est pas qu'il apparaisse un Dark Vador, mais il faut quand même conclure le roman sur Dark Vador. Est-ce que c'est indispensable ? Alors oui, c'est vrai que par rapport à Ahsoka, c'est intéressant parce que elle est en deuil d'Anakin, on l'a dit, c'est une présence qui lui manque énormément. On sent bien l'importance qu'il avait, l'amour qu'elle avait pour lui, et qui la hante de ne pas avoir été là pour lui ou pour le sauver, ça la perturbe. Donc forcément, comme il est en fait toujours en vie à travers Vador, le fait qu'à un moment Vador doive revenir dans la vie d'Ahsoka, et Dieu sait si c'est parmi les plus beaux épisodes de Star Wars Rebels, et j'adore cet épisode, il est somptueux. Ouais, terminer avec Vador par rapport à Ahsoka, ça peut avoir du sens. Mais quand même, tu vois, il y a un petit peu de facilité, là, il y a un peu le côté putaclic, moi, qui me fait chier là-dessus. Voilà. Vador, c'est le haut lieu de Star Wars. C'est les talons or et non pas les talons d'or, hein. Je l'ai fait une fois, je la ferai pas deux. Les talons d'or, oui. Bah lui, au moins, il s'est reproduit, contrairement... Bah si, remarque Palpatine aussi, maintenant, du coup. Oh là là, tais-toi. Il s'est reproduit dans une éprouvette, quoi. Ouais. Dans un bocal à cornichons. Bon, est-ce qu'on a autre chose à dire sur Ahsoka ? On reste dans le gris, hein. Mais finalement, on n'arrivera jamais à trouver notre Jedi gris qui nous faisait tellement rêver, parce que même là, Ahsoka nous a pas vraiment fait rêver ou nous a pas envoyé du rêve. Bah, moi, je le recommande à ceux qui aiment le personnage, qui ont adoré les Clone Wars, aux Rebelles, etc., qui veulent raccrocher les wagons avec une nouvelle aventure d'Ahsoka. Il y a quelques thèmes plus profonds qui sont lancés comme ça, mais qui sont pas vraiment creusés. Bon, clairement, encore une fois, ça n'a pas le souffle et l'envergure de Étoile perdue, hein. C'est pas Claudia Gray, quoi. Mais si vous êtes comme nous, que vous n'êtes pas spécialement des fans d'Ahsoka, vous êtes un peu plus vieille ou machin, je suis pas sûre que vous trouviez votre compte dans le roman. Après, encore une fois, c'est du YA. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vilaineuse crush, il n'y a pas de... rien du tout. Que dalle. Non, mais ça me fait de la peine de devoir critiquer un roman qui est écrit par une femme et qui met un personnage féminin à l'honneur, parce qu'on est les premières à râler sur la question de la représentation. Et bon, on a envie, hein, vraiment de soutenir et de défendre ça. Alors, sachant que Claudia Gray a fait un très bon Princesse Leia, donc ça existe d'avoir un auteur féminin qui fasse un très bon roman, qui met... à l'honneur un personnage féminin. Donc, faites-nous en plus.
Il y en aura sûrement des bons. Par contre, c'est honnête aussi de dire que des fois, ils sont ratés. Celui-là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est complètement raté, mais enfin, il est très très oubliable. Il va d'ailleurs retomber dans une zone grise chez moi. Il va finir par prendre la poussière, comme ça, il va rester... Et déjà, il a voyagé. Encore une fois, il est allé à la plage, il a eu droit à 2 lectures, c'est déjà plus que je pourrais lui accorder. On va s'arrêter là-dessus, Ahsoka à la plage. Ah bah oui, parce que du coup, elle sera allée à Tatooine quand même. Ça, c'était la lecture du mois d'octobre. On vous l'a présenté un peu tard, mais au mois de novembre, on est en train de lire les bandes dessinées de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli, donc consacrées à Dark Vador, qu'on vous en reparle décembre. Et puis, pour le prochain roman, ce sera une lecture sur décembre et janvier. Voilà, on va se donner 2 mois pour lire le prochain roman. Donc, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux si vous voulez lire en même temps que nous pour changer d'année. En sachant que si tu places Giuseppe Camuncoli, notamment, c'est lui qui a fait les visuels qui nous ont servi pour cet épisode, pour la représentation du 6e frère. Ouais, c'est vrai. Ça a été fait, ça a été dit. Transition efficace. Eh ben, on vous souhaite bonne lecture. Ouais, bonne lecture et on vous retrouve bientôt pour la suite du book club. À très bientôt.